Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur? Ça ne salope pas. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. C'est du vent, du bluff. Il y a 300 milliards d'épargne des Européens qui vont s'investir hors d'Europe et d'abord aux États-Unis. Vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance. Récupérons ces 300 milliards pour faire face aux besoins d'investissement que nous avons en Europe. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Pour investir dans la transition climatique, dans la transition numérique. Moi, mon argent, coquin. Nous en avons les moyens. Toujours de l'argent. Il semble-t-il de toute chose à dire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Nous sommes en guerre. Voilà, je vous l'avais dit, notre réalisateur Julien Delmas, le Stanley Kubrick du teasing. Nous sommes en guerre. Et quelle guerre, les enfants, et quelle guerre. Mais nous allons être sauvés, car le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a trouvé la martingale. On va en parler avec quelqu'un qui n'est pas totalement convaincu, mais on va essayer de le convaincre. C'est Charles Gave, bien sûr, le président de l'Institut des Libertés, et qui vient d'écrire un livre sur les épargnants, bien sûr, et de conseils aux épargnants. Et puis, nous allons parler effectivement de notre ami Nicolas Vidal, vous savez, le fondateur de ce très bonne plateforme Putsch Média, et il a écrit un livre qui s'appelle La tempête qui vient. Est-ce qu'elle vient, cette tempête? Levez-vous, orage désiré. Eh bien, on en parlera avec lui. Et puis alors, les économistes qui nous parlent du Puy du Fou, les fous du Puy qui nous parlent d'économie, et puis les éditions Gallimard qui quittent X, et oui, au nom de la liberté d'expression, bien sûr. Mélenchon qui déjeune avec le ministre qatari des Affaires étrangères, c'est une bonne chose, nous dit qu'elle a enchaîné. Et en seconde partie, la culture dans tous ses états. Et on va recevoir, avec Céline Alonso, nous allons recevoir Isabelle Baudis. Isabelle Baudis nous parle de la plus grande chanteuse du monde arabe, qui est morte depuis déjà des années, Kulthum. Mais c'est une histoire extraordinaire. C'était l'Édith Piaf, mais je dirais Édith Piaf version 100 du Moyen-Orient. Et c'est une histoire extraordinaire. À tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et oui, dans tous mes états, mais encore une fois, je ne suis pas le seul. Nous ne pouvons être que dans tous nos états quand on sait ce qui se passe actuellement à Davos. D'ailleurs, qui perd sa réputation. Hein. Vous savez que j'ai lu vous savez, Davos, le forum économique mondial créé par Klaus Schwab, où les élites du monde entier viennent parler du destin de la planète, à tout point de vue, mais évidemment économique. Mais vous savez qu'une nouvelle quand même qui n'est pas réjouissante, il paraît qu'il y a 60% de moins de call girls à Davos. Ça marche beaucoup moins bien, là, Davos, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas de cela qu'on va parler, bien sûr, c'est de François Villeroy de Galhau. Qui est François Villeroy de Galhau? C'est évidemment le gouverneur de la Banque de France, et qui était à Davos, et qui était interviewé par une journaliste de BFM Business hier, à propos du discours de Ursula von der Leyen. Et surtout, on a parlé de quoi? De l'épargne des Européens. Et vous allez voir ce qu'il dit, François Villeroy de Galhau. Il y a quelque chose à faire. Écoutez. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et oui, le rappeur Eus, l'enfoiré, la moulaga, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fric, le flouze, le grisby, c'est l'argent, bien sûr. Et voilà, on a besoin, alors qu'est-ce qu'on va faire? On cherche de l'argent désespérément. Comment on va faire? Écoutez ce que dit le gouverneur de la Banque de France et ce qu'il propose. Chaque année, elle a cité un chiffre que la Banque de France a mis en avant, il y a 300 milliards d'épargne des Européens qui vont s'investir hors d'Europe et d'abord aux États-Unis. Pourquoi? Parce que nous ne manquons pas de capital, mais nous manquons de marché de capitaux et nous manquons de façon générale d'intermédiation financière, qui est beaucoup plus forte aux États-Unis. Donc récupérons ces 300 milliards pour faire face aux besoins d'investissement que nous avons en Europe. On retrouve les chiffres du rapport Draghi, il y a plusieurs centaines de milliards pour investir dans la transition climatique, dans la transition numérique. Nous en avons les moyens. Nous en avons les moyens, voilà, ces 300 milliards, au lieu d'aller aux États-Unis et ailleurs, et en Chine ou ailleurs, eh bien, il faut les employer pour nous, Européens. Bonjour, Charles Gave.
Bonjour. Vous êtes président de l'Institut des libertés et vous venez d'écrire, on vous avait reçu pour cela, cessez de vous faire avoir, un manuel de gestion de patrimoine accessible et iconoclaste pour permettre aux épargnants de ne plus avoir de sueur froide lors des krachs boursiers. Mais voilà, est-ce que ce n'est pas une bonne réponse, celle du gouverneur de la Banque de France qui dit, écoutez, ces 300 milliards, il faut les investir en Europe, transition énergétique, etc. Écoutez, c'est une excellente question. La première des choses, c'est qu'il faut demander à M. Villeroy de Galhau la rentabilité qu'ont eu tous les investissements qui ont été faits par des inspecteurs des finances depuis 40 ans pour assurer je ne sais quelle lubie que cette confrérie a. Mais je voudrais revenir à quelque chose de beaucoup plus fondamental au départ. C'est la notion de souveraineté. Alors, les Français ne le savent pas, mais la notion de souveraineté a été développée en France aux alentours de Philippe Auguste, c'est-à-dire il y a en 1200. Et il y avait 4 idées fondamentales, si vous voulez. La première, c'est qu'il était souverain celui qui battait monnaie. C'était la première des choses à prendre. La deuxième, c'était qu'il avait des frontières. La troisième, c'est qu'il pouvait lever des impôts sur sa population. Et la quatrième, c'est qu'il avait une force armée pour défendre la paix civile et la paix extérieure. Bien. Alors maintenant, si vous prenez ces 4 trucs, je me demande ce que les gens de la Banque de France ont contre la souveraineté française. Parce que M. Delors, qui était un ancien de la Banque de France, a détruit les frontières. Monsieur Trichet a détruit notre capacité à battre monnaie. Autre gouverneur de la Banque de France également. Gouverneur de la Banque de France. Et maintenant, M. Villeroy de Galhau veut, grosso modo, donner un droit de lever des impôts sur la population française. Parce que qu'est-ce que c'est que des emprunts? Un emprunt, c'est de l'impôt différé. Donc si l'Europe emprunte aujourd'hui, ça veut dire que demain, il faudra rembourser, il faudra créer un ministère des Finances européen. C'est-à-dire qu'il ne nous reste plus à perdre que notre armée et nous ne serons plus un État souverain du tout. Donc je me demande ce que les gouverneurs de la Banque de France ont contre la souveraineté de la France et pourquoi ils suivent ce que demande Jean Monnet et pourquoi ils ne suivent pas ce que demandait De Gaulle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce pays leur a fait pour qu'ils le trahissent tout le temps. Mais Charles Gave, juste un mot, ce qu'il vous dit, attendez, ces 300 milliards existent, simplement les épargnants le mettent aux États-Unis et ailleurs, pourquoi ne le mettrait-il pas dans l'Europe? Il faut que l'Europe se retrouve, évidemment, c'est après le choc Trump, etc. Est-ce que ce n'est pas, de toute façon, cette épargne est envoyée hors de France? Mais oui, mais c'est pas leur pognon. La réalité, c'est que la rentabilité des affaires françaises est la moitié de celle des affaires américaines, allemandes, etc. Parce qu'on est géré comme des cochons par ces gens-là depuis toujours, parce qu'il y a l'euro qui étrangle notre industrie. Donc, laissez les Français tranquilles. Le droit de propriété, c'est un droit constitutionnel. Monsieur Villeroy de Galhau, s'il veut que le capital restent en France, il n'a qu'à se débrouiller pour que la rentabilité des entreprises françaises soit équivalente à celle des autres pays. De quel droit s'approprie-t-il cet argent? Ça n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent des Français. Et comme il suit une politique qui va nous amener dans un désastre, je conseillerais à tous les Français de mettre l'argent aussi vite qu'ils peuvent, aux États-Unis ou n'importe quoi, pour accélérer le moment où enfin on va se débarrasser de M. Villeroy de Galhau. Dites-moi, Charles Gave, vous allez être accusé d'atteinte au moral de la patrie, là, ou en tout cas de la Banque de France. Mais écoutez, je suis tout simple, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait à mon cher père quand il est devenu gaulliste à la place d'être pétainiste, qu'il trahissait la patrie. Ce qui m'intéresse, c'est la survie de la France, c'est pas la survie de la Banque de France. Et donc, à votre avis, c'est-à-dire, en fait, ce que vous avez dit, encore une fois, vous avez écrit un livre là-dessus, pas au niveau des 300 milliards de l'Europe, vous dites effectivement, on peut comprendre que les épargnants aient envie d'investir là où ça leur apporte le plus, ce qui est tout à fait naturel et légitime. Donc vous dites... nécessaire. Et nécessaire. Si vous voulez que le capitalisme fonctionne, il faut que les gens gagnent de l'argent. Aujourd'hui, si vous voulez, regardez, il n'y a jamais eu autant d'entreprises en faillite en France aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que va faire M. Villeroy de Galhau? Il va émettre une obligation européenne. Et là, je tiens à dire quelque chose, c'est formellement interdit par les traités. Tous les traités européens disent qu'en aucun cas, il ne peut y avoir des obligations émises avec les garanties de tous les États. Deuxièmement, c'est formellement interdit par la Constitution allemande. Je ne sais plus quel article de la Constitution allemande dit et c'est complètement interdit qu'une obligation européenne soit garantie par l'Allemagne. Elle ne peut garantir que les obligations allemandes. Donc, M. Villeroy de Galhau est en train d'essayer de faire un coup de force juridique pour créer
une situation de fait qui est totalement interdite par les traités. C'est déjà ce que Mme von der Leyen avait fait quand elle avait fait son espèce de prêt au moment du Covid. Ouais. Et la Cour constitutionnelle allemande avait dit c'est un cas tout à fait exceptionnel, ça ne se reproduira pas, donc on vous l'autorise. Mais ce qu'il essaye de faire, c'est de créer un marché. Il le dit en termes voilés, mais il essaye de créer un marché pour des obligations européennes. Et qu'est-ce qu'ils feront avec notre pognon? Madame von der Leyen ira signer des contrats avec je ne sais pas qui, et on ne saurait pas à quel prix, et ce pognon sera gaspillé. Je ne sais pas combien de dizaines de millions de vaccins ont été foutus à la poubelle après qu'elle les ait achetés à un prix exorbitant, et elle est en procès à ce moment-là. Donc, imaginez que des gens comme Madame von der Leyen, dont la probité est douteuse, puisqu'elle a des procès en Allemagne aussi, parce qu'elle avait quand elle était ministre de la Défense. Donc, on va confier à Mme von der Leyen le soin de nous développer dans le domaine de l'écologie et du numérique. Non, mais on nous prend vraiment pour des imbéciles. Ce qu'il nous faut, c'est créer il faut qu'émergent en Europe des Musk, mais des von der Leyen, on en a beaucoup trop. Oui, vous dire que oui, l'autre denrée est effectivement la denrée muskienne et se fait effectivement plus rare. Mais quand il dit effectivement, donc parce que c'est intéressant, ce que vous dites, Charles Gave, c'est que à la fois c'est interdit par les lois actuellement existantes. Tous les traités. Et puis deuxièmement et surtout, vous dites que oui, parce qu'il parle, François Villard-Gallo, vous avez entendu, oui, comme ça on va accélérer la transition énergétique, etc., etc. Mais est-ce que ce sont les priorités pour l'Europe en général et pour la France en particulier aujourd'hui? La priorité, le truc énergétique, si vous voulez, c'est encore une vaste foutaise. La Chine ouvre chaque année 60 centrales thermique au charbon. Ouais. L'Inde à peu près 80. Et nous, on est déjà nucléaire. Donc nous, on est l'économie la plus propre du monde. On n'a pas besoin d'accélérer la transition. On est les meilleurs. Ce qu'il faut, c'est accélérer la hausse de la rentabilité des entreprises françaises en faisant baisser le prix de l'électricité qu'on a mis à des niveaux idiots pour faire plaisir aux Allemands. Ouais. Donc oui, il ne faut pas aider la transition énergétique. On a fait tout ce qu'il fallait parce qu'il y avait des gens qui comprenaient quelque chose il y a 40 ans et qui ont fait ce qu'il fallait il y a 40 ans. Ce qu'il faut maintenant, c'est sortir, ce que Musk va essayer de faire, sortir les industriels des foucades, des administratifs et des politiques. Si vous voulez, quand vous regardez par exemple, si vous voulez augmenter un gars au SMIC que vous embauchez, si vous voulez l'augmenter de 100 €, ça vous coûte 500 €. Non, mais quel est l'imbécile qui a monté ce système? C'est ça dont il faut libérer la France. Il faut libérer la France de M. François de Gallo le plus rapidement possible. Et donc pour vous, dites-moi, ce forum de Davos, ce World Economic Forum, pour vous, c'est quoi? Le forum de Davos, ça a été toujours l'endroit où les gars qui avaient réussi dans le passé rencontraient des ambitieux qui espéraient réussir dans le futur. Et il n'y avait jamais des gens sérieux au milieu. Pour moi, j'avais un de mes amis, un de mes associés qui allait tous les ans à Davos, et il a regardé la collection complète des décisions, des recommandations qui avaient été faites à Davos. C'est à mourir de rire, si vous voulez. Ça ressemble à un prix Nobel de littérature. Vous savez, vous avez tous les anciens prix Nobel de littérature depuis la collection, et vous avez des gars dont vous n'avez jamais entendu parler qui sont complètement nuls. Donc, c'est si vous voulez, l'endroit où les Attali et les Minc se rencontrent. C'est passionnant. Oui, et psalmodie. Donc, c'est 300, alors, par exemple, cette épargne, les 300 milliards dont parle François Villeroy, dont parle le gouverneur de la Banque de France, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, si Charles Gave était aux commandes ou aux manettes, qu'est-ce qu'il en ferait? Il n'en ferait rien du tout parce que c'est pas à lui. Ouais. Il n'en ferait rien du tout. Je dirais aux gens, écoutez les enfants, c'est votre pognon, vous prenez la responsabilité de l'investir comme vous voulez, et je vous souhaite que vous gagnerez plein d'argent de façon à ce que la rentabilité de ces investissements vous permette de passer une retraite heureuse, parce que c'est pas avec ce que fait M. François de Gallo que vous aurez la moindre retraite. Donc il vaut beaucoup mieux que vous preniez votre argent maintenant et que vous essayiez de l'investir dans des endroits où vous avez peut-être une petite chance de gagner de l'argent. Ouais. Donc si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que M. François de Gallo, et tous les autres, Trichet, etc., Trichet, ça a été le fossoyeur de l'économie française. Et donc, vous voyez tous ces gens-là qui vous disent on a pris votre argent pour faire des trucs importants, moyennant quoi on est tous ruinés. Si l'Union soviétique a échoué,
c'est parce que la façon de travailler était imbécile. Mais les hauts fonctionnaires français pensent que l'Union soviétique a échoué parce qu'ils n'avaient pas des bons hauts fonctionnaires. Oui, tandis que nous en avons d'excellents, c'est ça. Nous en avons d'excellents, d'ailleurs ils arrivent aux postes prestigieux qui sont les leurs. Ouais. Donc, mais foutez la paix aux gens, laissez-les investir leur pognon comme ils veulent. C'est pas votre pognon, vous en prenez déjà beaucoup trop en impôts. On n'a pas besoin maintenant d'une obligation européenne qui mènera ensuite à des impôts européens. Mais laissez les gens libres. Laissez les gens. Oui, M. François de Gallo doit être aussi partisan de sanctionner l'Internet, parce que les gens disent n'importe quoi sur l'Internet, et comme ils font n'importe quoi avec leur pognon, il va vous le prendre pour l'investir lui. Mais moi, je voudrais avoir le portefeuille de M. François de Gallo pour savoir combien il a bien investi son pognon depuis quelque temps. Oui, ce serait intéressant. D'ailleurs, on lui pose la question, s'il nous écoute, et peut-être qu'il nous écoute, il pourra répondre, évidemment. Il est le bienvenu. Merci Charles Gave, merci. Je rappelle quand même que vous avez écrit ce livre que je conseille effectivement sur l'épargne, sur effectivement... J'explique aux gens dans ce livre comment ils doivent investir les 300 milliards. Voilà. Alors voilà, entre Charles Gave et François Villeroy de Gallo, eh ben écoutez, la question se pose. En tout cas, lisez ce livre. Merci Charles Gave. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et voilà, nous sommes toujours effectivement en train de parler de François Villeroy de Gallo, le fondateur, le gouverneur de la Banque de France, effectivement, sur l'épargne des Français. Et bonjour Maxime Michelet. Bonjour André Berkov. Bonjour, vous êtes député UDR de la Marne et vous avez fait un tweet effectivement qui a attiré notre attention et vous avez dit justement l'épargne des Français appartient aux Français, si elle doit être investie, elle doit être par les Français et pour les Français en France, nous donnons déjà bien suffisamment à l'Europe. Alors vous avez écouté, je pense, ce qu'a dit Charles Gave, lui dit, mais attendez, l'épargne des Français, ils l'ont gagné, ils se le font, ils vont où c'est le plus rentable puisque c'est leur argent. Alors, entre Charles Gave et François Villeroy de Gallo, vous pensez quoi? Parce que c'est l'histoire d'épargne. C'est vrai que ce sont les Français qui l'ont gagné, hein, là. Et donc, est-ce qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'il faut la mobiliser pour l'Europe? Alors, je rejoindrai les propos de Charles Gave. Nous, à l'Union des droites pour la République, nous sommes sur cette ligne. C'est que l'argent gagné par les Français appartient aux Français. C'est toujours eux, d'ailleurs, qui sont les mieux placés pour investir, pour le dépenser. L'État a bien montré qu'il ne savait pas dépenser l'argent des Français. Et ce qui me marque dans les propos du gouverneur de la Banque de France, c'est le fait que nos élites sont aujourd'hui toujours bloquées dans un mode de pensée tout à fait archaïque pour 2025. Ouais. Vous voyez, ils pensent toujours, comme le disent les macronistes, en européen. Toujours en européen. Alors que, évidemment que l'Europe est un échelon de puissance important face au monde. Mais en Europe, les Français doivent penser en français. Car la question que soulève le gouverneur de la Banque de France, en fait, appelle trois autres questions. C'est comment est-ce qu'on va investir cette épargne? On va donc passer encore par la technostructure européenne, par Madame von der Leyen. On va encore passer par toute cette lourdeur normative, bureaucratique. Où investir cet argent? Nous savons, investir en Europe, ça ne veut rien dire. On investit toujours dans un pays constitutif de l'Europe. Est-ce que cet argent va être investi en France alors que nous sommes sous le coup d'une fiscalité absolument asphyxiante, de normes aussi asphyxiantes, de distorsion de concurrence? Donc non, cet argent sera investi ailleurs. Donc autant directement donner l'épargne, je ne sais pas, peut-être à l'Allemagne ou à l'Italie, faire directement le chèque au gouvernement voisin. Et puis surtout, pourquoi investir cette épargne? Monsieur le gouverneur de la Banque de France évoque la transition écologique. Oui. Mais notre continent est déjà le plus vert. Est-ce que nous allons continuer à encore verdir et devenir un immense parc d'attractions pour écologistes? Ou est-ce que nous voulons être une grande puissance face aux grandes puissances qui montent? Et vous voyez, quand on voit que Donald Trump a annoncé 500 milliards d'investissements pour le projet Stargate, pour l'intelligence artificielle, et que nous, on va mobiliser des milliards et des milliards pour continuer à déployer des énergies renouvelables, intermittentes, qui ne produisent pas assez d'électricité, alors même que l'intelligence artificielle va nous demander
beaucoup de production électrique. Énormément d'énergie, oui, et c'est le nucléaire qui va l'apporter, bien sûr. Exactement, et d'ailleurs les grands groupes, les Google, les Amazon, les Elon Musk, eh bien aujourd'hui vont se mettre à produire eux-mêmes de l'énergie nucléaire. D'ailleurs, ils deviennent quasiment des États souverains, plus souverains que nous ne le sommes. Et donc tous ces choix-là montrent que nos élites continuent à fonctionner dans un dispositif de pensée archaïque, celui d'une Union européenne qui a déjà montré son échec. C'est limite, et il s'apprête en fait à financer, à coups de milliards et de milliards d'épargne des Français et des Européens, la sortie de l'histoire de notre continent. Si nous continuons comme ça, l'Europe sortira de l'histoire du monde. Oui, et je rappelle Maxime Michelet des chiffres que vous connaissez bien, mais je le rappelle quand même, la dette française aujourd'hui, c'est de 3,4 000 milliards d'euros. L'épargne des Français en 2023, 4,4 milliards d'euros. Et on veut, justement, est-ce qu'on veut s'en emparer pour en faire quoi? Et c'est vraiment la question qui est posée, quoi. Tout à fait. Madame Rousseau, d'ailleurs, rappelez-vous, Madame Rousseau avait elle-même déclaré qu'il était possible qu'on saisisse l'épargne des Français pour combler la dette. Mais non, il faut au contraire, il faut libérer les Français, comme le disait Charles Gave d'ailleurs, il faut libérer les Français des contraintes fiscales et normatives pour qu'ils réinvestissent leur épargne, mais qu'ils investissent leur épargne dans des entreprises françaises, dans l'industrie française, dans la croissance française, pour que la France se relance, redevienne la grande puissance qu'elle est en Europe, et que nous puissions de nouveau avoir de l'influence en Europe, parce que l'un des grands échecs d'Emmanuel Macron, il y en a un certain nombre, mais l'un des plus grands échecs d'Emmanuel Macron, surtout au regard de ses ambitions initiales, c'est l'Europe. La diplomatie européenne d'Emmanuel Macron est un échec total sur toute la ligne. Nous ne sommes plus du tout entendus ni respectés à Bruxelles. Et aujourd'hui, nous sommes devenus une puissance secondaire de l'Union européenne à cause de cette diplomatie macroniste qui, d'ailleurs, de manière générale, sur tout le globe, est un échec retentissant. Oui, on ne peut pas dire que ça rappelle Talleyrand, hein, ou même. Ah non, pas du tout. Nous sommes très loin de Talleyrand. Vous parlez à un historien de Napoléon. Donc en effet, vous faites bien. On est très loin du génie de Talleyrand. Et aujourd'hui, dans Valeurs Actuelles, notre président Eric Ciotti donne une interview concernant l'Algérie, et il a bien raison, en effet, que Emmanuel Macron aurait voulu être un nouveau De Gaulle pour le monde, et que finalement, diplomatiquement, il a plus été au SS 117. Et je trouve que ça résume très bien la chose. Merci beaucoup, Maxime Michelet. Je rappelle, vous êtes député UDR de la Marne. Merci, André Berkoff. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et oui, ça c'était pour Stéphanie de Monaco, c'était l'amour. Mais alors, pour Nicolas Vidal, c'est pas du tout l'amour, la tempête qui vient. La tempête qui vient, vous venez de publier, Nicolas Vidal, je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur et le patron de Putsch Média qui est une plateforme qu'il faut écouter, une chaîne qu'il faut écouter. Ça fait partie de ces chaînes qui apportent quelque chose de neuf, de dissident, qui fait partie des chemins de traverse. Vous savez, il faut tout écouter pour avoir question à tout. Donc, pourquoi ce livre? Alors, effectivement, vous dites, voilà, eh bien, ça y est, le peuple face à l'oligarchie, on le sait. Vous donnez un nouveau, vous poussez un cri dans ce petit livre, bien écrit par ailleurs, c'est un bon cri écrit. Mais vous croyez que on peut encore dire ça, parce qu'on a l'impression en même temps, Nicolas Vidal, que oui, certes, tout le monde se plaint, tout le monde dit que ça va pas, tout le monde dit on en a assez, tout le monde ras-le-bol, etc. Mais que ça ne bouge pas tellement, et on a l'impression un peu d'une espèce de résignation plus ou moins cynique et plus ou moins désespérée. Et vous dites non, c'est pas le cas. Oui, bonjour André Berkoff, merci de votre invitation. Effectivement, on pourrait penser, quand on voit l'état de la France, qu'il y a une cartographie de la colère qui est encore très très compliquée à appréhender. Mais j'ai envie de vous dire, au vu de l'état du pays, Charles Gave en parlait tout à l'heure, il vous en parlait très souvent sur cette antenne. Je veux dire, à un moment donné, on parle de qui? On parle des autruches et des tubes digestifs, on parle des Français qui manifestement ne veulent pas voir ce qui se passe. On parle, vous savez, de ces petits marquis de leur propre existence, ceux qui pensent que finalement la vie ne va pas beaucoup changer, et qu'aujourd'hui sera pareil qu'hier et qu'après-demain sera pareil qu'aujourd'hui. En fait, moi, je pense concrètement qu'il y a déjà une partie des Français qui ont bien compris. On le voit en permanence quand on se déplace dans notre beau pays. Enfin, notre beau pays qui est de moins en moins beau, malheureusement. Mais il y a quand même une partie de la population qui a compris concrètement ce qui est en train de se passer. Mais surtout,
ces autruches et tubes digestifs, ils vont plus avoir le choix. Ils ne vont plus avoir le choix parce que quand ils vont comprendre qu'ils sont, je le disais, les petits marquis de leur existence et qu'ils font affaire dans leur petit coin d'univers, quand ils vont se rendre compte que ce sont les esclaves de l'oligarchie, manifestement, ils vont commencer à bouger. Et une nouvelle fois, je continue à penser que les auditeurs de votre émission, eux, ont compris, ils savent très bien à quoi s'attendre, mais ceux qui ne veulent pas voir ces autruches, notamment, eh bien, je continue de penser que le jour où ils vont se rendre compte, et franchement, ça va pas durer trop longtemps, vu ce qu'on voit en ce moment, ils vont être extrêmement violents. Parce que faut quand même bien se rendre compte que on a eu l'élection de Donald Trump, bien entendu, on a en Roumanie ce qui se passe, en Allemagne, en Pologne, on voit bien que Thierry Breton... En Hongrie oui. En Pologne et en Roumanie, pardon. En Pologne et en Roumanie. En Hongrie, c'est encore une place forte. Mais en Hongrie... Ouais. Et en fait, on se rend compte de quoi, hein, André Berkoff? C'est-à-dire, on se rend compte que ça craque de partout. Ça craque de partout. C'est-à-dire que l'oligarchie est en train, manifestement, de craquer. N'a plus que la censure. On en a parlé aussi, et on y est soumis. Elle n'a plus que la censure, finalement, pour tenter de combler les brèches, de colmater les brèches. Et surtout, les gens sont en train de se rendre compte aussi, cette partie de la population un peu aveuglée, cette caste, on va pas la définir, on la connaît. Finalement, elle s'est extraite de la nation. Pourquoi? École privée, santé privée, ghetto ultra protégé, mobilité, salaire, hauts fonctionnaires, ministres, énarques et consorts. Et en plus, elle tire bénéfice de cette trahison. Et donc, finalement, et chez qui elle va taper? Chez qui elle va taper? Eh bien, chez les Français, chez la classe moyenne. On parlait de l'épargne, on parlait des retraites, etc. Oui. Et dites-moi, ce que vous dites, donc, vous dites qu'il y a une élite, certes, qui a fait sécession. Cela dit, il faut peut-être une nouvelle élite. De toute façon, on a besoin de gens qui prennent les manettes, non pas pour les prendre à notre place, mais quand même Comment faire, en fait, parce que c'est la question que tout le monde se pose, Nicolas Vidal, et que vous posez, bien sûr, comment faire pour casser ce système? Est-ce que c'est encore possible? On va assister à une espèce de mort lente et de chien crevé au fil de l'eau. Alors, un exemple, je vais répondre à votre question. Quand vous avez Emmanuel Macron, franchement, qui hier fait une vidéo sur TikTok pour essayer de lui dire qu'il va passer le dossier de payer par son téléphone au péage à Bruno Retailleau, manifestement, André Berkoff, là on se rend compte, on ne peut pas le cacher, que nous sommes véritablement dans un état, une période crépusculaire, véritablement crépusculaire. Donc c'est un état, un pouvoir, qui est en train de s'effondrer littéralement, et on le voit à bien des aspects. Et là se pose la question de savoir à un moment donné comment il va être possible dans ce pays de cocagne où la démocratie était une valeur cardinale. Eh bien on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué. On a eu, on le sait, on a eu des législatives où le RN et après le LFP, cette espèce d'alliance un peu baroque et ubuesque sont arrivés en tête, les deux, à quelques millions de voix. Emmanuel Macron a fait le choix de nommer Michel Troïka Barnier, je plaisante, Michel Barnier qui était un commissaire européen, puis après on a eu François Bayrou. Manifestement, François Bayrou, c'est même pas 30 députés. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron, et pas qu'Emmanuel Macron, concrètement, c'est une caste politique qui continue à ne pas vouloir voir la démocratie. Et je vous assure que franchement, si ces gens pouvaient mettre en place un vaccin ARN messager contre la démocratie et la liberté, ils s'en priveraient pas. Donc ils essayent par tous les moyens de se distancer du peuple. En plus, ajoutons-le tout de même, il y a un mépris profond pour le peuple, mais c'est absolument dingue, et ils ne veulent pas lâcher les manettes qui sont dans un bunker dans lequel ils se sont enfermés à clé, et ce côté-là est compliqué, parce que pour répondre à cette question aussi, dans un pays normal et sain, nous devrions avoir une opposition politique, véritablement, qui met le barreau. Où est l'opposition politique, vraiment? C'est du carton-pâte. On l'a bien vu sur la motion de censure, bon, pas de Michel Barnier, parce que notamment les partis en place, notamment le RN, ont été contraints de voter la motion par la pression des adhérents. Donc vous voyez que là, on a un élément de réponse. Quand vous avez la pression des adhérents et des sympathisants qui conspuent leurs députés en circo en leur disant là, il faut voter la motion, donc ils ont été contraints de voter la motion. Sur Bayrou, c'est plus compliqué, mais on a finalement une politique de l'a priori, on va voir, on verra bien. Le problème, c'est que l'opposition politique dans son ensemble est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise, parce qu'il y a une véritable défiance de la population maintenant pour le vote clairement. Surtout sur les politiques et leurs représentants, c'est ça qui est grave. Bien sûr, ne croient plus à leurs représentants. Même de l'opposition, les gens ne croient plus.
du tout à l'opposition politique. Le pays est en train de s'effondrer jour après jour. On a tous des arguments, ou du moins des témoignages. À l'hôpital, j'étais encore avec une chef de service hier qui me disait « mais c'est terminé, c'est le chaos partout et on pourrait déployer cette idée sur tous les secteurs ». Et donc quand vous avez une opposition politique qui vous permet d'espérer, parce que là il est question d'espoir et d'avenir et d'horizon, quand vous n'avez plus ça, même dans l'opposition, que se passe-t-il? Eh bien vous avez des gens qui sont contraints, et heureusement, et c'est heureux, de se regrouper en collectif, de se regrouper en association, d'essayer de parler, de faire toute une série d'actions pour se réinformer et surtout redevenir des citoyens à part entière. Et là est le point de clivage, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter dans ce pays d'être finalement les manants, les gueux d'une république maquerelle, véritablement, qui aujourd'hui Et Nicolas Vidal, on n'a pas parlé des zones à forte densité. Vous avez vu ce qui se passe là, avec les gueux qui vont être interdits de rentrer dans certaines villes et agglomérations. Exactement. On fait partie. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez, on a eu la taxe du diesel. Rappelez-vous, les gilets jaunes 2017. Voilà. On est parti sur ces parties de Facebook. Et là, je continue à penser que beaucoup avaient espéré, je le sais, que les agriculteurs, ça prenne de l'ampleur pour les suivre, que les gilets jaunes, bon, ça a été tué dans l'œuf, pas tué dans l'œuf, mais ça a été largement réprimé. Mais vous voyez, André Berkoff, typiquement les ZFE, les zones de faible émission, concrètement, les zones de faible émission. C'est une énorme mèche de révolte populaire sans nom. Parce que vous aurez aujourd'hui, bien entendu, il n'y a pas encore de contravention, ça ne devrait pas tarder. Ne désespérez pas, chers auditeurs de Sud Radio, ça ne devrait pas tarder. Mais le jour où véritablement ces gens-là vont mettre des radars, d'ailleurs qui seront pris en charge par l'État, après avoir vu les voitures verbalisatrices de groupes privés sur nos autoroutes, ça aussi c'est formidable, eh ben vous verrez bien qu'à un moment donné, les gens vont se sentir incarcérés dans leur territoire. Et là, manifestement, les autruches et utilisatifs vont se rendre compte qu'à un moment donné, ils ne sont que les esclaves d'une oligarchie et qu'en plus, il y a quoi dans les ZFE? Il y a le confinement social, très clairement, mais il y a aussi un profond mépris de classe. Rappelez-vous, cet émérite secrétaire d'État au ministre qui nous disait, Benjamin Griveaux, qui nous disait qu'à un moment donné, les Français fumaient des clopes et roulaient au diesel, concrètement. On est véritablement dans cette mépris de classe et dans une casse politique qui manifestement... Donc Nicolas Vidal, en fait, c'est de ceux-là, de ces gueux ou de ces gens un peu marginalisés de plus en plus ou méprisés que pourrait venir la tempête qui vient. Oui, pourquoi? Parce que je continue de penser, et je me rapproche là de Chantal Delsol, c'est-à-dire je continue de penser que les Français, pour la plupart, ont une formidable identité, vraiment, véritablement, et surtout, André Berkoff, je continue de penser qu'il y a une grosse partie de la population, je mets de côté les petits marquis de leur propre existence. Il y a des Français qui ne veulent pas que la France soit dissoute. Il y a des Français qui ne veulent pas voir dissoudre leur identité, leur pays, leur patrimoine, leur culture. Mais ça prend du temps. Et je sais que la cartographie de la colère, franchement, elle est très dure à tracer. Mais franchement, ça ne peut pas bien se finir. Cette histoire ne peut pas bien se finir. Et je finirai par là. Je pense aussi que la France est tout de même la clé de voûte de la révolte populaire depuis très longtemps. Et qu'elle continue, à mon avis, elle portera cet étendard assez longtemps, même si on ne s'aperçoit pas comme ça. Nicolas Vidal, qui vivra, verra, effectivement. En attendant, écoutez, lisez ce livre, lisez ce petit livre, ce manifeste, ce brûlot, la tempête qui vient. Et puis on en continuera d'en parler. Merci. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et quelquefois, quand un économiste parle de spectacle et d'art, eh bien, ça provoque quelques réactions intéressantes. Écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Eh bien écoutez, quand on est con, c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on écoute l'économiste Pierre Rondeau, ex-conseiller économique du Parti Socialiste et membre actif de la campagne présidentielle de Benoît Hamon il y a quelques années. Eh bien, il est sur RMC... et on parlait du Puy du Fou, vous savez, le Puy du Fou qui réunit aujourd'hui plus de 2,5 millions de spectateurs chaque année. Et on lui a demandé ce qu'il pensait du Puy du Fou, et voici ce qu'il a répondu.
Moi, le Puy du Fou, c'est lorsque Beaufland rencontre Plouckland au croisement d'une bibliothèque, ils ont le sentiment de s'instruire. Mais ils s'arrêtent au McDo. Mais quel mépris. Voilà le niveau du Puy du Fou. Mais quel mépris. En fait, Fred Hermel, l'historien, considère que le Puy du Fou, c'est de l'histoire. Alors peut-être que tu as appris l'histoire au McDonald's, sûrement. Mais j'ai appris l'histoire de l'école de la République. Oui, intéressant, effectivement. Et puis il continue, Pierre Rondeau, il parle des spectateurs, apparemment, qui viennent au Puy du Fou, et écouter sa définition des spectateurs. C'est très intéressant. J'imagine que les gens qui vont au Puy du Fou, je sais pas ce qu'ils y font, hormis lever la main et croire que la France est le plus beau pays du monde. Mais sinon... Lever la main, c'est-à-dire lever la main, faire ouais. Lever la main, oui, c'est vrai, lever la main. Ah ouais. Alors c'est intéressant, vraiment c'est intéressant. Pierre Rondeau, c'est pas le Blue Rondeau à la turque, hein. Et il dit effectivement, si vous allez au Puy du Fou, c'est que vous êtes un plouc. Vous êtes un beauf, vous êtes un pauvre type, vraiment, vous ne savez pas apprécier, effectivement, Benoît Hamon, qu'il aurait fallu, comme François Hollande, il aurait fallu qu'il soit président, évidemment, ça aurait tout changé. Le Puy du Fou, quand même, je veux dire, c'est quelque chose qui s'est ancré dans le paysage français et qui est international et qui raconte cette histoire de la Vendée d'une manière assez extraordinaire. On peut aimer ou ne pas aimer, et on peut avoir une parti pris sur les Vendéens, sur les révolutions et autres, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que dire que ce qui s'est passé, qui est un des plus beaux spectacles artistiques de France et de Navarre, c'est la rencontre de Beaufland et de Plouckland chez McDonald's, c'est intéressant. Alors, ça se dit économiste, mais vous savez, restez sur vos chiffres. Si vous n'êtes pas capable de voir ce qu'il y a à voir et d'entendre ce qu'il y a à entendre, restez dans votre bulle. Ben après tout, chacun a le droit à son canton de conneries. Donc voilà, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un comprimé chauffé à blanc de cette espèce d'extraordinaire cloison, bulle à la française. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer, ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois, compagnons de misère. Une des plus belles chansons de Léo Ferré, les poètes et les éditions Gallimard. Qu'est-ce qu'ils ont publié comme poètes, comme écrivains, comme prix Nobel? Mais c'est pas le problème du prix Nobel. De Sartre à Camus, de Jean Genet à Céline, à tous, avec Gaston Gallimard, l'ancêtre. Ensuite, alors, il y a eu Claude Gallimard, et enfin, il y a Antoine Gallimard aujourd'hui. Et voici ce qu'Antoine Gallimard vient de déclarer dans un communiqué. Les éditions Gallimard ont suivi le mouvement de Hello Kit X. Et voilà, ils ont pris la décision de suspendre en ce 20 janvier toute activité sur X des comptes de l'ensemble de ces maisons et librairies. Au nom de la pluralité de l'information des opinions, tous se rejoignent sur les plateformes pour dire et penser les mêmes choses. Voilà, donc Le Monde, Libération, Gallimard, voilà. Je rappelle que Gallimard, c'est pratiquement la quasi-totalité, en tout cas une bonne moitié de la littérature française du XXe siècle et de ce début de XXIe siècle. Mais dites-moi, vous quittez X, pourquoi? Vous pouvez très bien ne pas aimer X et ne pas quitter. X, c'est une plateforme. X, c'est une plateforme où il y a des 50% de gens de gauche, 50% de droite, vous en faites ce que vous voulez. Mais quittez au nom de la pluralité, au nom de quoi? Au nom de quoi un éditeur comme Gallimard se permet de renier à ce point la diversité qu'il prétend défendre? Au nom de quoi des gens qui ont publié Sartre et Camus et Gide et autres se permettent d'être, excusez-moi, aussi cons? C'est quand même hallucinant, ça, vraiment.